Bonjour et bienvenue à tous. Je me nomme Alexandra Audet et en tant que coprésidente fédérale du groupe de travail de suivi de l'État du Saint-Laurent, j'ai le plaisir de vous accueillir à la 5e session de l'édition 2021 du Rendez-vous Saint-Laurent. L'organisation de cet événement est une collaboration entre 3 organisations, soit le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que Stratégie Saint-Laurent. Aujourd'hui, nous avons 4 présentations ayant pour thème les ressources biologiques en eau douce et marine. Il va y avoir une période de questions après les présentations. On va répondre aux questions durant la période de questions, mais vous pouvez saisir vos questions dans l'onglet de questions-réponses en tout temps. Alors, prenez aussi le temps d'indiquer le nom du conférencier auquel la question s'adresse. Ça va nous aider. Donc, commençons dès maintenant. Je vous invite à écouter M. Olivier Morissette du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui présentera le suivi des espèces animales envahissantes d'eau douce. Alors, la parole est à toi, Olivier. Merci, Mme Audet. Bonjour à tous. Bienvenue là, ce matin à cette session de présentation. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du suivi des espèces animales envahissantes en eau douce, suivi mené par, entre autres, le ministère Forêt, Faune, Parc. Donc, je commence cette présentation-là en vous parlant, en vous définissant ce qu'on entend par une espèce aquatique envahissante, seulement pour qu'on parte là, sur des bases communes le reste de la présentation. Donc, on parle d'une espèce qui sont les espèces, en fait, qui peuvent être soit des animaux comme des poissons, des mollusques, mais aussi des invertébrés, des plantes, des virus, qui sont présentes en dehors de leur aire de répartition naturelle, hein, cette aire qui a été formée par les processus d'évolution et de géologie. En plus d'être une espèce en dehors de son aire de répartition originale, une espèce envahissante va démontrer une grande capacité d'envahissement, ce qu'on appelle dans la littérature scientifique là, anglophone l'invasiveness. Cette capacité d'envahissement-là va être mesurée par 3 paramètres, la capacité de coloniser un milieu, de s'y établir et puis de se disperser. Donc, une fois établi, d'avoir une population auto-perpétuatrice, puis de pouvoir même coloniser de nouveaux milieux à partir de ce point d'origine, de ce point d'introduction d'origine. Les espèces aquatiques envahissantes peuvent causer des dommages importants, autant au niveau écologique, social ou économique. Cependant, certaines espèces peuvent être envahissantes sans avoir des impacts là, qui sont évidents ou qui sont chiffrables, mais ça n'empêche pas pour autant de pouvoir être considérées comme aquatiques envahissantes. Pourquoi est-ce qu'on se préoccupe des espèces aquatiques envahissantes? C'est en fait les espèces envahissantes en général. Ça a été démontré comme étant la 2e cause du déclin mondial de la biodiversité après la dégradation des habitats. Les espèces envahissantes engendrent aussi des coûts de gestion et des pertes économiques importantes. Au Canada, on estime que les espèces envahissantes là, génèrent des coûts et des pertes d'environ 34 milliards de dollars par année. On peut estimer que pour les espèces aquatiques envahissantes dans la région des Grands Lacs, dont fait partie du Saint-Laurent, c'est à peu près 7 milliards de dollars là, qui sont perdus par année ou dépensés par année pour la gestion des espèces envahissantes. En plus, les espèces peuvent amener des désagréments et des pertes de valeur là, qui sont intangibles. Pensons par exemple à la perte d'intérêt pour une pêcherie dans un milieu envahi par une espèce comme la moule zébrée ou le cladocéra épineux. Le Québec ne fait pas exception à cette tendance-là, puis voit aussi l'augmentation d'espèces envahissantes sur son territoire. Ici, là, je vous montre une évolution du nombre d'espèces envahissantes, là, soit introduites en bleu ou établies, donc il y a une population là, qui est maintenant autonome et auto-perpétuatrice. Vous voyez que depuis plusieurs années, l'arrivée de ces espèces-là a augmenté. Au début des années, en fait, à la fin des années 1800, il y avait peu d'espèces présentes, là, puis on voit une augmentation lente qui était caractérisée surtout par des introductions délibérées, là, comme celle de la Cap commune. Dans l'après-guerre, dans les années 60, on a vu l'apparition d'espèces exotiques là, qui étaient probablement transportées plutôt par les bassins ornementaux, l'aquariophilie. Ce loisir-là augmentait en popularité, puis on a vu apparaître un peu des espèces. Mais
les dernières années, le début des années 2000, est caractérisé par une augmentation rapide du nombre d'espèces envahissantes. Ces espèces-là sont souvent associées plutôt au transport commercial puis à l'accélération de la mondialisation. Donc, vous voyez, dans les dernières décennies, il y a eu une accélération tangible du nombre d'espèces envahissantes présentes au Québec, mais aussi dans le Saint-Laurent. Si l'introduction vous intéresse, on compile depuis quelques années un indice d'introduction qui nous laisse montrer par période de 5 ans, par quinquennat, l'ampleur de l'introduction qui a été vécue au Québec. Cet indice-là est disponible dans le rapport des ressources sur l'eau disponible sur le site Internet du rapport. Il y a un lien à la fin de la présentation. Quelles sont les causes de l'accélération de ces espèces, de l'arrivée de ces espèces envahissantes-là? Bien évidemment, ce sont tous liés à l'impact de l'humain. On peut les différencier en 3 grandes catégories, ce qu'on appelle l'abaissement des barrières biogéographiques. Donc, c'est toutes les grandes barrières qui bloquaient la dispersion des espèces qui sont maintenant tombées. Je vous montre ici un exemple du canal de Panama, qui a été une connexion entre 2 océans qui étaient par le passé non connectés, isolés. Ce genre de modification-là peut favoriser l'introduction de nouvelles espèces. Le transport d'organismes vivants, autant pour l'environnementation, l'alimentation, est bien évidemment un vecteur important. Puis finalement, la dégradation des habitats perturbés sont souvent moins résilients et sont plus propices à voir arriver de nouvelles espèces qui vont s'établir. Le ministère Forêt-Faune-Parc a plusieurs activités de suivi et de détection des espèces aquatiques envahissantes au Québec. Notamment, les réseaux d'inventaire de poissons réguliers collaborent beaucoup à cet effort-là. On pense entre autres au réseau de suivi ichthyologique dont je suis sûr mon collègue Yves Paradis va vous parler plus tard dans la matinée. Mais sinon, d'autres réseaux d'inventaire comme le réseau d'inventaire des poissons de l'estuaire participent aussi à l'identification de nouvelles espèces. Les citoyens sont aussi invités puis collaborent déjà à la détection d'espèces envahissantes. On peut penser entre autres aux pêcheurs commerciaux qui font partie d'un réseau de détection qui nous font part de leur capture exceptionnelle, ce qui a aidé à détecter plusieurs espèces exotiques dans le Saint-Laurent dans les dernières années. Puis finalement, les citoyens aussi peuvent venir nous mentionner des captures accidentelles qu'ils ont fait d'espèces qu'ils n'ont jamais vues avant. Il nous fait plaisir de les identifier puis de confirmer s'il s'agit d'une espèce envahissante ou pas. Puis on a aussi quelques activités qui sont à moins large spectre, qui sont vraiment spécifiques sur une espèce ou deux en particulier. Je vais vous montrer quelques exemples de ces réseaux-là spécifiques-là. Depuis quelques années, en fait depuis 2015, le ministère Forêt-Faune-Parc utilise de plus en plus la technique de l'ADN environnemental comme un outil de détection des espèces envahissantes, majoritairement dans le Saint-Laurent et ses tributaires. L'ADN environnemental, c'est une technique qui vise, à partir d'un échantillon d'eau pris dans le milieu naturel, par exemple dans le Saint-Laurent, on utilise des techniques génétiques qui nous permettent de détecter l'ADN d'une espèce qui nous intéresse, une espèce cible. Dans notre cas, nous échantillonnons environ 400 à 500 échantillons d'eau par année dans le Saint-Laurent. C'est les points rouges sur la carte que je vous présente. Aussi, quelques échantillons sont pris dans la rivière Richelieu puis dans d'autres plans d'eau pour des besoins spécifiques. Ces échantillons-là sont testés, entre autres, pour les 3 espèces de carpes asiatiques dans le Saint-Laurent, qui participent à l'effort de détection de ces espèces-là dans le Saint-Laurent. On a aussi un programme qui, lui, est en place depuis 2017 de façon formelle, qui vise à la détection des cladocères envahissants. Cladocères envahissants, c'est un terme qu'on utilise pour décrire 2 espèces qui sont des petits crustacés de longueur à peu près d'1 millimètre, qui sont le cladocère épineux et la puce d'eau en hameçon. Ces petits crustacés-là font partie du zooplancton, donc des petites espèces qui vivent dans la colonne d'eau, dans différents plans d'eau. Ils peuvent avoir des impacts importants, puis on sait qu'ils sont à proximité du Québec, donc on met une veille importante sur ces 2 espèces-là. Le programme utilise 2 méthodes, soit l'utilisation d'un filet à zooplancton, du matériel assez traditionnel pour ceux qui connaissent le zooplancton. Puis on combine ces efforts par filet à, encore une fois, l'utilisation de l'ADN environnemental. On a 2 tests spécifiques pour ces espèces-là. Le réseau
opèrent autant dans le Saint-Laurent que dans différents lacs qui sont à proximité là, des fronts d'invasion de cette espèce-là. On a malheureusement trouvé cette espèce-là de plus en plus au Québec dans les dernières années. En 2015, le cladocère épineux a été détecté au lac Saint-François, cette fois-là dans des estomacs de poissons de perche chaude, et ensuite, là, plus tard, on a détecté aussi l'espèce libre dans l'eau. En 2018, le cladocère épineux a été détecté dans le lac Témiscamingue en Abitibi, une première détection de l'espèce en eau intérieure, donc en dehors du Saint-Laurent, qui nous vient vraisemblablement là, du nord de l'Ontario. Puis, finalement, en 2019, la puce d'eau en hameçon et le cladocère épineux ont été détectés dans la rivière Richelieu. Le gros de la densité de ces espèces-là sont présentes entre les lignes américaines, donc autour de la Colle jusqu'au bassin de Chambly, mais on trouve les espèces jusqu'à Sorel en quantité plus faible. Ça nous montre que ce réseau-là a été assez vigilant pour détecter ces espèces-là, mais qu'elles sont de plus en plus présentes et puis que ça souligne l'importance de s'y attarder et de mettre la prévention qu'il faut là, pour limiter leur progression. Donc, la situation au Québec en général pour les espèces aquatiques envahissantes. Dans le dernier rapport sur l'eau, on a compilé cette carte là, qui nous montre le nombre d'espèces aquatiques envahissantes au Québec là, dans différents petits pixels d'environ 5 km². C'est pas parce qu'il n'y a pas de données dans certains secteurs qu'il n'y a pas d'espèces aquatiques envahissantes. Ça peut être aussi qu'on n'a pas eu d'observation. C'est à partir de... C'est bâti sur des données qui sont opportunistes de détection. Donc, il se peut là, que l'absence de données ne soit pas une absence d'espèces. Mais tout de même, ça nous donne un bon portrait global. Puis, on peut constater assez rapidement que le sud du Québec est la zone qui est le plus envahie par les espèces aquatiques envahissantes. Puis, le tronçon Montréal-Sorel du fleuve Saint-Laurent, en plus du lac Saint-Pierre, sont des points chauds pour les espèces envahissantes. On se doute que ça tombe sous le sens, puisque c'est dans un endroit où est-ce qu'il y a une grande densité de population humaine au Québec. Le transport international passe beaucoup par le corridor du Saint-Laurent. Puis, c'est un milieu qui est connecté avec les grands lacs américains, autant les grands lacs que le lac Champlain, là, qui sont aussi deux sources là, importantes d'espèces aquatiques envahissantes. Donc, ça nous mène au constat que le Saint-Laurent est une voie d'entrée importante pour la majorité des espèces aquatiques envahissantes présentes au Québec. On s'est intéressé il y a quelques années à une de ces espèces-là, le gobie à tache noire, qui est un petit poisson benthique qui vit au fond de l'eau. Il nous provient d'Europe. Il a été détecté au Québec pour une première fois en 1997. Puis ensuite de ça, il a rapidement colonisé tout le cours du Saint-Laurent. Il vient vraisemblablement des eaux de ballast, donc de l'eau qui est transportée par les navires internationaux lorsqu'ils font leur traversée océanique. Il est établi aussi dans les grands lacs, donc vraisemblablement, il a pu venir des grands lacs. Le gobie aussi à tache noire, il a apparu dans les grands lacs autour des années 1995. Il peut y avoir de la compétition avec les espèces indigènes, ce poisson-là. Il est aussi fortement abondant dans certains secteurs, donc il pourrait être une nouvelle proie pour des grands prédateurs indigènes. Puis comme il est associé au fond, au sédiment, puis qu'il peut être aussi un vecteur de maladie, il y a quand même beaucoup de risques que ce poisson-là soit un vecteur de contaminants ou de maladies plus haut dans la chaîne trophique. Donc, je vous montre ici des cartes. Je suis désolé si on ne voit pas très bien. En fait, l'important, c'est seulement de voir la progression depuis 1995 de cette espèce-là dans le Saint-Laurent. Puis, vous voyez que basé sur des échantillonnages à la Seine de rivage, certains secteurs, donc particulièrement le lac Saint-François, lac Saint-Louis, le tronçon Montréal-Sorel, sont des secteurs où est-ce qu'il y a beaucoup de gobies à tache noire. Il y a certains coups de Seine qui peuvent mener jusqu'à une centaine de gobies dans un seul coup de Seine. Donc, il a vraiment pris une place importante dans le système. On compile depuis l'arrivée du gobie un indice de fréquence du gobie dans les différents secteurs lors d'un cycle complet du réseau de suivi ichtyologique. Donc, vous voyez que cet indice-là, présentement, est situé à un niveau intermédiaire mauvais, mais relativement stable. Donc, ça peut nous donner une indication de quelle est l'ampleur de la présence du gobie sur les communautés littorales de poissons présentement. On s'est intéressé aussi un peu plus finement aux impacts du gobie sur les communautés de poissons littorales. Donc, vous voyez ici dans ce graphique-là, c'est les valeurs pour
les différents secteurs échantillonnés par le RSI. Et puis, le gobi à tache noire, là, en fait, son arrivée, comme je l'ai dit, dans le début des années 2000. Puis, vous pouvez voir pour certains secteurs, là, entre autres le secteur du lac Saint-François, le gobi ici, ça, c'est son abondance relative par rapport aux autres espèces. Le gobi, c'est l'abondance relative en vert ici. Puis, vous voyez que avant 2004, il n'y avait pratiquement aucun gobi dans le lac Saint-François. Et puis, tout d'un coup, l'espèce a pris une grande proportion de la communauté de poissons, là, puis il compte maintenant pour 25% de la biomasse de poissons littorales là, dans ce secteur-là. De façon intéressante, les indices de richesse, eux, ont été relativement stables quand même dans ces communautés-là. On n'a pas vu de disparition d'espèces, mais pour les espèces suivies par le RSI là, dans ce secteur-là, fait qu'une quarantaine d'espèces. Mais si on regarde plus finement les communautés, donc ça, c'est pas important de comprendre l'analyse qui est derrière ce graphique-là, tout simplement pour vous montrer que les points blancs sont les communautés de poissons avant l'arrivée du gobi, là, qui sont relativement serrées dans un même espace. Là. Donc, c'était des communautés qui étaient relativement similaires. Mais suite à l'arrivée du gobi, les communautés ont beaucoup changé et se sont éloignées l'une de l'autre. Fait qu'on peut se douter que le gobi a eu un effet assez structurant dans les communautés de poissons. Si on regarde finalement pour les espèces, bien, on a vu entre autres la diminution d'espèces benthiques là, qui sont probablement des compétiteurs directs là, du gobi à tache noire. Donc, le roseau de terre gris, le fondule barré ont beaucoup diminué dans les secteurs où il y a une abondance de gobi. Fait intéressant, il y a d'autres poissons qui, eux, semblent avoir augmenté depuis l'arrivée du gobi. On parle entre autres du crayon d'argent et du monet d'émeraude. Ces données-là sont à prendre avec quand même beaucoup de prudence. Là, il y a aussi d'autres facteurs qui ont été en place depuis le milieu des années 95 dans le système. Mais tout de même, c'est intéressant de voir que les espèces qui ont augmenté sont des espèces plutôt pélagiques là, qui pourraient avoir bénéficié de la présence du gobi, là, qui est maintenant une proie très importante pour la majorité des prédateurs. Est-ce qu'il y aurait eu une relaxation de la prédation sur ces espèces-là? Ça peut être plausible. Mais en même temps, d'autres facteurs ont sûrement contribué. Le crayon d'argent est un poisson pélagique qui vit dans le premier mètre de la colonne d'eau. Puis c'est un poisson qui est à la limite nord de son aire de répartition. Donc, est-ce qu'il profite des températures plus chaudes des dernières années? Ça peut être aussi une hypothèse plausible. Malheureusement, le RSI n'a pas assez de données là, pour comprendre si le gobi à tache noire a des effets sur d'autres espèces comme le fouille roche-gris, qui est une espèce vulnérable là, selon la loi sur les espèces menacées vulnérables. Il n'y a pas assez de données pour le comprendre, mais si on va les donner par rapport au roseau de terre gris et au fondule barré, on peut se douter que le gobi à tache noire peut avoir des effets importants sur le fouille roche-gris. Donc, dans les prochaines années, je suis sûr qu'on va continuer à s'intéresser à savoir quels sont les impacts de cette espèce-là sur le fouille roche-gris, une espèce vulnérable. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Je voulais vous finir cette présentation-là en vous montrant cette courbe-là qui est assez bien connue dans le domaine de la biologie de l'invasion, hein, qui nous montre tout simplement que lorsqu'une espèce arrive dans un milieu, les activités, les actions qu'on pose au début de l'invasion peuvent être importantes pour éradiquer cette espèce-là. C'est encore possible de le faire lorsqu'elle arrive. Puis plus le temps passe, plus il est difficile de déloger une espèce qui est installée. Ce qui est encore mieux, c'est d'avoir des actions qui sont de la prévention, donc pour éviter qu'une introduction se passe, là, ce qui est les actions qui sont les plus rentables pour diminuer le risque que posent les espèces aquatiques envahissantes. Puis bien, le ministère a développé une foule d'outils qui peuvent vous aider à faire de la prévention, à faire de l'éducation pour les citoyens qui fréquentent des milieux dans lesquels vous êtes responsables. Donc, je vous invite, si vous avez besoin de plus d'informations sur ces outils-là qui sont disponibles pour la prévention, à me contacter ou à contacter mes collègues du MFFP pour disséminer là, ces outils de prévention-là qui sont disponibles à tous. Donc, pour en savoir plus, le plan d'action Saint-Laurent a un site web, le rapport de l'état des ressources en eau aussi, où est-ce qu'il y a des fiches là, en lien avec les espèces aquatiques envahissantes. Je vous remercie de votre attention, puis je vous souhaite une bonne fin d'avant-midi. Merci, M. Morissette. J'encourage les participants à poser leurs questions en ligne au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête et on les posera à la fin complètement des 4 présentations.
Alors maintenant, on va poursuivre avec Mme Éliane Valiquette du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui présentera le suivi de la population de bars rayés du fleuve Saint-Laurent. À toi, Éliane. Donc, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le suivi de la population de bars rayés du fleuve Saint-Laurent qui est mené par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai pensé vous présenter le bar rayé. C'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec cette espèce-là. Qui est-il? C'est un grand poisson estuarien qui peut atteindre plus d'1 mètre de longueur, malgré que dans le fleuve, les individus vont rarement atteindre plus de 85 cm de longueur. C'est une espèce qui est grégaire, c'est-à-dire que les individus vont habituellement se déplacer en banc, même en grand banc. C'est une espèce qui est côtière. En fait, les bars au Québec vont rarement être observés à plus d'1 kilomètre de la rive. Ça peut arriver qu'on les détecte plus loin, jusqu'à une cinquantaine, voire une centaine de kilomètres de la rive, mais c'est plutôt exceptionnel. En général, ils vont vraiment plutôt longer les côtes. Le bar rayé, c'est aussi une espèce qui est très active en surface. On a souvent l'occasion de l'observer de la terre ferme. Il va, pour son alimentation en particulier, rabattre des bancs de poissons fourrage vers la rive, vers la surface. Puis quand il va s'alimenter, ils vont sauter, arriver en surface, on va voir les nageoires, tout ça. Donc, ça peut être très impressionnant. Donc, il est facile à observer. En période de reproduction aussi, quand les individus vont se reproduire, les mâles et les femelles se rassemblent, on va les retrouver souvent à la surface, on va avoir des clapotis, des éclaboussures. Donc, il est assez facile à observer de la rive, tout simplement. C'est une espèce qui est prisée des pêcheurs sportifs pour plusieurs raisons. Mais d'abord, il est facile à pêcher. À peu près n'importe qui, qu'on soit débutant ou professionnel, on peut réussir à capturer des bars rayés quand il y en a. Il va mordre à peu près à n'importe quel engin de pêche, donc il est facile à pêcher. Il offre aussi un combat qui est très intéressant et qui est souvent comparé au saumon. Dans le passé, au fleuve Saint-Laurent, les gens avaient l'habitude de l'appeler le saumon des pauvres parce qu'on pouvait le pêcher du fleuve Saint-Laurent, de la rive, sans avoir à se rendre dans des clubs privés. Puis, on avait un thrill qui ressemblait à la pêche au saumon. Puis, en plus de tout ça, il est délicieux à manger. Donc, il est très recherché pour sa chair. Il y a de la pêche commerciale au bar rayé dans son aire de répartition, mais au Québec, on n'a aucune pêche commerciale qui est autorisée. Il est important de savoir qu'au Québec, on retrouve 2 populations distinctes de bars rayés, soit la population du fleuve Saint-Laurent, qui se reproduit dans le fleuve, qu'on va retrouver principalement de Montréal à Rivière-du-Loup, aussi un peu vers Rimouski, en passant par la rivière Saguenay. C'est la répartition qui est en vert, l'air qui est en vert sur la carte. Puis on a aussi la population du sud du golfe du Saint-Laurent qui est présente au Québec, qui se reproduit dans la rivière Miramichi au Nouveau-Brunswick. Les individus du sud du golfe vont se retrouver au Québec principalement l'été. Ils font des migrations pour venir s'alimenter dans les eaux du golfe, les eaux de l'estuaire maritime. Puis ils vont se rendre parfois jusque dans l'estuaire moyen. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la population du fleuve Saint-Laurent, mais je vais faire quelques allusions parfois à la population du sud du golfe du Saint-Laurent. Donc, la population du fleuve Saint-Laurent est complètement disparue dans les années 60. La surexploitation, conjuguée à l'explosion du développement d'infrastructures dans les années 50 et 60, ont causé une diminution drastique de l'abondance du bar jusqu'à sa disparition complète. Puis les derniers spécimens ont été capturés par des pêcheurs sportifs en 1968. Après ça, il n'y a vraiment plus aucun bar rayé du fleuve qui a été capturé ou mentionné. C'est seulement en 1996 que la population du fleuve a été reconnue comme étant officiellement disparue. Puis c'était les années 90, une époque aussi où on était dans une mouvance de vouloir restaurer l'état du Saint-Laurent, que ce soit les conditions de la qualité de l'eau ou la biodiversité. Donc, le constat de la disparition du bar à ce moment-là, c'était comme un bon moment pour faire naître le désir de réintroduire l'espèce dans le fleuve, qui est un joyau de notre biodiversité, le seul poisson qui est disparu. Puis il y avait aussi une optique de pouvoir pêcher l'espèce à nouveau dans le fleuve Saint-Laurent. Donc,
le gouvernement du Québec, de concert avec différents partenaires phoniques, a entrepris de réintroduire l'espèce au tournant des années 2000. Mais pour ce faire, il a fallu développer une expertise particulière pour s'approvisionner et produire des bars rayés sauvages. On ne voulait pas réintroduire ou introduire des souches domestiques. Puis c'est un défi qui a été relevé par la station gouvernementale de Baldwin-Quaticook. Ils sont allés s'approvisionner en jeunes bars rayés directement dans la population du sud du golfe du Saint-Laurent, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la plus près géographiquement du fleuve Saint-Laurent. Puis les premiers ensemencements ont eu lieu en 2002. Dès le début de la réintroduction du bar dans le fleuve, l'espèce a été inscrite comme indicateur de biodiversité dans le cadre du suivi de l'État du Saint-Laurent, du plan Saint-Laurent. Puis il y a plusieurs des suivis qui ont été mis en place, qui se sont inscrits dans les différentes programmations. Aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement du suivi des captures accidentelles, du suivi de la reproduction naturelle au fleuve, puis du suivi de l'abondance des jeunes de l'année. Donc, c'est bien beau de réintroduire l'espèce dans le fleuve, mais il fallait déterminer si on avait du succès dans notre réintroduction. Donc, la première étape, ça a été de voir si les poissons ensemencés survivaient. Donc, dès 2003, le ministère a mis en place le réseau de suivi des captures accidentelles de bar rayés, qui était principalement alimenté par les pêcheurs commerciaux d'anguilles, mais aussi par l'ensemble des pêcheurs sportifs du fleuve Saint-Laurent. Puis, les premières mentions ont été enregistrées dès 2004. Puis ça, c'est intéressant, ça montre la capacité de détection accidentelle par les citoyens, par le grand public, parce qu'il y avait seulement quelques 1000 ou 1500 bar rayés qui avaient été ensemencés à ce moment-là, mais on réussissait quand même à détecter sa présence dans le fleuve Saint-Laurent. Entre 2005 et 2009, c'est entre 20 et 80 individus de plusieurs stades de vie qui étaient déclarés à chaque année. Donc, on avait un premier signe encourageant concernant notre programme de réintroduction parce qu'on pouvait constater qu'il y avait au moins une partie des poissons ensemencés qui survivaient puis qui étaient capables de croître dans le milieu. Donc, maintenant qu'on savait qu'ils survivaient, la prochaine étape logique, c'était d'évaluer s'ils se reproduisaient naturellement dans le milieu sauvage, s'ils étaient capables de le faire. Puis, dès 2008, on a eu la chance d'avoir les premières évidences de reproduction naturelle dans le fleuve. En fait, ce qui est arrivé, c'est que cette année-là, les ensemencements de jeunes de l'année avaient été suspendus pour des raisons logistiques, mais il y a quand même des jeunes de l'année qui ont été détectés dans d'autres inventaires, dans des inventaires du ministère. Donc, ils ne pouvaient pas avoir été produits ailleurs que dans le milieu naturel. Maintenant qu'on savait que l'espèce se reproduisait au fleuve, la prochaine étape, c'était de pouvoir identifier puis de caractériser les sites de frai. Il y a plusieurs campagnes de recherche de frayères qui ont été déployées depuis 2010, puis ça se poursuit encore aujourd'hui. En 2011, on a pu détecter une première frayère à l'embouchure de la rivière du Sud, près de Montmagny. Puis, il y a eu des inventaires là, qui ont été faits un peu plus tard là, pour bien caractériser l'utilisation de ce site-là par le bar rayé. Comment on fait pour savoir qu'on est en présence d'une frayère de bar rayé? En fait, ce qu'on va observer, c'est une présence annuelle prédictible et récurrente, donc année après année, de bar rayés matures. Vous avez ici un mâle là, qui est en état de se reproduire, qui a été capturé à Montmagny. On a habituellement une utilisation assez intensive des sites de reproduction ou du secteur de reproduction pendant la période propice à la reproduction. On va observer un rapport des sexes qui est fortement débalancé en faveur des mâles. Ça, c'est typique des frayères de bar rayé dans l'ensemble de son aire de répartition. On va retrouver des œufs et des larves à proximité du site, ce qui a été fait pour Montmagny. Des jeunes de l'année aussi à proximité du site, en aval du site. Puis, c'est probablement pas un hasard si on a une frayère de bar rayé dans le secteur de Montmagny parce que c'est un site qui est situé pile poil à proximité des meilleurs habitats de croissance pour l'espèce, soit l'estuaire moyen, la zone de turbidité maximale, là où on retrouve le plus de zooplancton, puis des conditions physico-chimiques qui sont optimales pour sa croissance puis sa survie. Donc, après avoir identifié cette première frayère, il y a différents indices qui nous laissaient croire que l'espèce pouvait se reproduire ailleurs dans le fleuve, en particulier la présence de très jeunes bars au nord du fleuve, à un moment où les jeunes n'auraient pas eu la capacité natatoire pour migrer de sites de production au sud vers le nord du fleuve Saint-Laurent.
Donc, c'était évident qu'il y avait d'autres sites de reproduction que la rivière du Sud qui existaient dans le fleuve. Donc, en 2014, le ministère a entrepris une grande recherche de sites potentiels pour la fraie du Bas-Royer ou carrément d'essayer de trouver des sites utilisés pour la fraie. Puis, il y a 2 sites qui se sont particulièrement démarqués, soit le secteur portuaire de Québec, dans la baie de Beauport, puis la rivière Ouelle. Pour ce qui est de la baie de Beauport, le ministère a mené des inventaires intensifs de 2015 à 2019 qui ont permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'une frayère. Là, un peu comme pour la rivière du Sud, on a une présence annuelle récurrente de bar-rayés matures, une utilisation intensive du secteur en période de reproduction, puis c'est ce qui est illustré sur la carte à gauche, où vous avez des individus qui étaient marqués avec des émetteurs acoustiques pour lesquels on a pu déterminer le domaine vital là, pendant la période de reproduction. Puis on voit très bien qu'il y a une utilisation intensive de ce secteur-là pendant la période. Là aussi, on a un rapport des sexes qui est fortement débalancé en faveur des mâles. On a trouvé des œufs et des larves sur le site et à proximité du site. Là aussi, on a des jeunes de l'année qui se retrouvent sur le site ou à proximité du site. Puis, le site est aussi situé à proximité des habitats de croissance qui sont optimales pour le bar. Par contre, pour la rivière Ouelle, les inventaires qu'on a menés de 2015 à 2019 nous ont révélé qu'il ne s'agissait pas du tout d'une frayère. Puis, c'est important parce qu'on avait une présence annuelle récurrente de bars rayés matures, une utilisation intensive du secteur en période de reproduction. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les bars étaient là aussi avant la période de reproduction et après. Puis on a pu voir qu'il y avait certains des bars rayés qui étaient là avant la période de reproduction, puis qui se déplaçaient vers les sites de Rivière-du-Sud ou de Beauport, puis qu'après ça, ils revenaient dans la rivière Ouelle. Donc, la dynamique de l'utilisation du secteur est un peu différente. Ce qui était le plus frappant, c'est que le rapport des sexes est fortement débalancé en faveur des femelles. En réalité, on a plus de 95% des individus année après année qui sont des femelles. Et ça, c'est vraiment pas typique d'une frayère de bar rayé. Puis, ça ne fait pas non plus une reproduction très intéressante de ne pas avoir de mâles sur le site. On a, sans surprise, une absence d'œufs et de larves sur le site ou à proximité du site. On a bel et bien des jeunes de l'année qui vont être capturés près du site, mais la présence des jeunes arrive plus tard dans la saison de croissance. Donc, à un moment où les jeunes ont pu se faire être migrer passivement ou activement vers le secteur de Rivière-Ouelle. Il y a une étude qu'on a menée en 2019 sur un sous-échantillon de bar rayés capturés dans la Rivière-Ouelle qui nous a révélé que les femelles semblaient être en train d'avoir la maturation des gonades. Donc, on pense que le site de Rivière-Ouelle serait en fait un site intéressant pour des femelles pour terminer la maturation des gonades. Donc, après, une fois qu'on avait établi qu'on avait des poissons qui survivaient aux ensemencements, des poissons qui se reproduisaient dans le milieu naturel, puis même plus d'une frayère, on s'est posé la question au ministère si les ensemencements de soutien à la population pour la réintroduction puis le rétablissement étaient toujours nécessaires. En 2017 et 2018, on a fait une étude pour essayer de déterminer la contribution des ensemencements au recrutement de la population, de voir combien d'individus ensemencés finissaient par être des reproducteurs sur les sites de reproduction. Puis, ce qu'on a pu déterminer, c'est qu'il y avait plus de 99% des reproducteurs qui étaient issus du milieu naturel. Mais ça, c'était une excellente nouvelle. Là. Ça voulait dire que la population était capable de se supporter par elle-même et qu'elle n'avait plus besoin de notre petit coup de pouce. Donc, on a mis fin au programme d'ensemencement en 2018. Les derniers ensemencements ont eu lieu en 2018 de support, puis en date du printemps 2020, on n'a plus du tout d'individus reproducteurs là, à Baldwin-Coaticook. Donc, c'est la fin du programme d'ensemencement. Le dernier suivi dont je voulais vous parler, c'est le suivi de l'abondance des jeunes de l'année. C'est qu'en parallèle à la recherche des différents sites de reproduction, puis d'essayer de comprendre la dynamique de la reproduction au fleuve, le ministère a mis sur pied un suivi d'abondance des jeunes. Le suivi vise à évaluer la répartition de l'abondance à évaluer la répartition et l'abondance des jeunes bar rayés de l'année dans le fleuve, les bars sauvages, bien entendu. Puis pour ce faire, depuis 2013, on échantillonne un total de 100 stations à la Seine de rivage,
Les stations sont réparties sur les 2 rives du fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et l'île Verte, incluant les principales îles comme l'île d'Orléans, l'île Madame. Puis c'est 4 équipes qui échantillonnent de façon simultanée toutes ces stations-là en septembre. Les faits saillants du suivi de 2013 à 2019, je n'ai pas encore les données de 2020 qui sont compilées, c'est qu'on observe une augmentation qui est graduelle de l'abondance. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais il faut bien voir qu'on n'a pas une augmentation qui est fulgurante. En 2013, on avait, grosso modo, là, environ 0,1 barreillé qui était capturé par station, puis en 2019, on est rendu à 1,5 barreillé par station en moyenne là, qui est capturé. Un autre fait intéressant, c'est qu'on a une augmentation graduelle du nombre de stations positives, donc du nombre de stations pour lesquelles on peut détecter la présence d'au moins un bar rayé. Puis, on observe depuis les dernières années une extension vers l'aval des captures de bars rayés, donc une extension de la distribution des bars. Vous avez ici sur la carte une synthèse de 2013 à 2018 de l'abondance des jeunes bars rayés, puis de leur répartition dans le fleuve. Puis, on peut voir que les jeunes se retrouvent principalement dans l'estuaire, à partir de Québec, l'île d'Orléans, la Pocatière jusqu'à Rivière-du-Loup. Mais on a aussi quelques individus qui ont été détectés au fil du temps entre Trois-Rivières et Portneuf-Neuville. Puis ça pourrait être un signe qu'il y a de la reproduction qui pourrait avoir lieu en amont de Québec, un certain niveau de reproduction, puis un certain succès à la reproduction vers l'amont du système Saint-Laurent. Mais ça reste des faibles quantités de jeunes qui ont été détectés au fil du temps. Donc, en perspective, je pense qu'on peut parler d'une réintroduction qui est réussie pour le bar rayé au fleuve Saint-Laurent, ce qui est vraiment une bonne nouvelle parce que les efforts qui ont été mis en place portent fruit. Sauf qu'il faut se rappeler que l'espèce est toujours en phase de rétablissement. On en voit de plus en plus du bar rayé, on a de plus en plus de mentions, par exemple à l'automne où les gens constatent que les bar rayés se regroupent dans certains sites. Des gens qui nous appellent pour nous dire qu'ils capturent des petits bancs de jeunes de l'année puis qui sont très enthousiastes de voir du recrutement dans la population. Mais il faut vraiment voir qu'on est toujours en phase de rétablissement. Il y a 10 ans, on n'était pas encore en mesure de mettre en place des suivis d'abondance, notamment pour les jeunes, parce qu'il n'y avait pas assez d'individus dans le fleuve pour avoir un suivi, outre de la détection. Donc, ça ne fait pas si longtemps que l'espèce est sur la voie vraiment du rétablissement, puis on n'est pas non plus arrivé à terme là, de son voyage là, du rétablissement. Donc, prochainement, ce qui nous intéresse particulièrement au ministère, c'est de bien comprendre la dynamique de la reproduction puis du recrutement dans la population, notamment tout ce qui se passe vers l'amont de Québec pour ce qui est de la reproduction. Puis aussi de bien comprendre si les jeunes qu'on voit qui se retrouvent vers l'aval, est-ce que ce sont des jeunes qui réussissent à contribuer à la population. Puis on travaille aussi activement en ce moment à définir des paramètres biodémographiques propres à la population du fleuve Saint-Laurent pour continuer de la suivre longtemps, la suivre dans le temps, comme d'évaluer la mortalité naturelle ou l'âge à maturité des individus, qui sont des paramètres qui sont vraiment importants quand on veut faire de la gestion de l'espèce. Il y a plusieurs des suivis qu'on mène au ministère que je ne vous ai pas présentés aujourd'hui, faute de temps. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur le site du plan d'action Saint-Laurent et de consulter la fiche bar rayé. Puis il y a également une section du rapport sur l'état des ressources en eau des écosystèmes aquatiques du Québec qui porte sur le bar rayé. Donc, vous pourrez trouver plus d'informations sur cette espèce. Alors, merci, Mme Valiquette. Si vous avez des questions pour Mme Valiquette, on y répondra à la fin des 4 présentations, mais n'hésitez pas à les écrire dès maintenant en cliquant sur le point d'interrogation que vous allez trouver là, sur la barre de menu située au bas de l'écran. Maintenant, on va poursuivre avec M. Yves Paradis du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs qui présentera l'état des communautés de poissons des eaux douces et saumâtres du Saint-Laurent. À toi, Yves.
Merci beaucoup. Donc, moi, ma conférence va porter sur l'état des communautés de poissons du Saint-Laurent et ce que je vais vous présenter essentiellement, c'est les résultats qui ont été placés dans la fiche la plus récente sur le portrait des communautés qu'on a publié en 2020. Donc, c'est en partant un solide défi d'essayer de résumer toutes les informations sur les poissons du Saint-Laurent parce qu'il y a quand même 80 espèces qui sont présentes. Et de ces espèces-là, il y a des espèces exploitées par la pêche sportive, il y a des espèces commerciales, des espèces non indigènes, qu'Olivier a parlé, il y a des espèces en situation précaire et des espèces menacées. Donc, on a un bon défi pour essayer d'avoir un constat global. En fait, c'est en 20 minutes de faire un constat des différents statuts et des poissons du Saint-Laurent. C'est un solide défi. Et en fait, c'est même une question piège. Voilà, c'est quand même une question piège de statuer sur l'état des populations en si peu de temps. Et je vais, dans le fond, vous présenter différents indicateurs qu'on a utilisés pour arriver à un statut. OK, j'ai un petit lag de mon côté. Les slides ne changent pas. OK, parfait. Donc, commençons par définir le territoire sur lequel je vais focuser durant ma présentation. Bon, ben, par définition, les mandats du ministère Forêt, Faune et Parcs concernent les espèces d'eau douce et migratrices. Donc, ma présentation va porter là-dessus. Donc, on a des espèces dans la portion tronçon fluvial, des espèces dans la portion estuarienne et golfe. Ma présentation aujourd'hui va être plus spécifique sur le tronçon fluvial parce que c'est à cet endroit-là qu'on a plus un historique au niveau PASL, qu'on a des données également avec un recul temporel plus important, ce qui nous permet d'avoir un bon bilan là, des 25 dernières années. Donc, sur quoi on s'est basé pour faire cet état des poissons du Saint-Laurent? Dans la fiche, on a utilisé 5 indicateurs. Donc, c'est toujours important d'utiliser plusieurs angles pour regarder le jeu de données parce qu'il y a plusieurs philosophies d'analyse et il y a plusieurs façons de faire parler le jeu. Le premier indicateur qu'on a utilisé, c'est un indicateur d'intégrité biotique, donc un IB, pour voir les différentes fonctions de l'écosystème. On a utilisé aussi l'état des stocks de certaines espèces exploitées pour avoir un portrait un peu plus fin. On s'est intéressé aussi à l'état des espèces en situation précaire dans le fleuve Saint-Laurent, ce qui est un défi étant donné que les données sur ces espèces-là sont par définition moins importante, donc c'est un petit peu plus dur de statuer sur une évolution. Et deux nouveautés, on s'est intéressé à un nouvel indice de biodiversité des poissons en zone littorale, donc dans les herbiers. Et ça fait suite à un projet de doctorat qui s'est attardé vraiment à des indices de biodiversité sur les poissons du fleuve Saint-Laurent. Et on a aussi une nouveauté, calculer un indice d'abondance des herbiers aquatiques submergés. Donc, on s'est intéressé pas juste aux poissons, pas juste aux différentes fonctions, aux différents guides, mais également aux habitats des poissons. Et on a amalgamé ces différents indicateurs-là pour se faire une idée globale de l'état des poissons du Saint-Laurent. Je vais parler un peu de l'IB. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un indice multimétrique. On est dans une philosophie de bioindication. Donc, l'idée, c'est d'évaluer si les différentes fonctions de l'écosystème sont en santé. Donc, on utilise dans l'IB Fleuve Saint-Laurent une dizaine de métriques. Par exemple, le nombre d'espèces indigènes, le nombre d'espèces intolérantes, le pourcentage d'individus avec des anomalies, le nombre d'espèces migratrices, par exemple. Donc, on agrège ces métriques-là et l'idée, c'est d'avoir un portrait sur une échelle de 1 à 5. Donc, comment vont les communautés sur une échelle vraiment très simplifiée. Et ensuite, on a fait des moyennes de tout ça pour avoir un portrait sur l'ensemble du fleuve pour différentes périodes. Évidemment, à quelle échelle spatiale on a utilisé ce calcul-là? On l'a calculé pour différents tronçons. Donc sur des distances d'environ 5 km.
Qu'est-ce que ça a donné? Ben, c'est très jaune-orange comme constat. Donc, c'est un portrait. Les communautés sont dans un état faible à moyen. Et il n'y a pas de secteur excellent, il y a quelques secteurs très faibles. Et ce qu'on voit dans l'évolution, c'est que la portion de secteurs très faibles a diminué pour donner des cotes moyennes, mais ça reste globalement un topo qui est faible à moyen. L'avantage de cet indice-là, l'indice d'intégrité biotique, c'est qu'il agrège beaucoup de choses, mais son inconvénient, c'est qu'il agrège aussi beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment, pour avoir un portrait plus juste, c'est vraiment essentiel de regarder d'autres indicateurs qui nous donnent plus de résolution. Donc, un indicateur qui est intéressant, c'est de regarder l'état des stocks de certaines espèces exploitées. Donc, j'ai fait une sélection de quelques espèces qui nous permettent de voir les différents contrastes entre les secteurs, en fait, les différents contrastes entre les espèces et parfois entre les secteurs pour une même espèce. Donc, on a choisi l'esturgeon jaune, le doré jaune, le grand brochet, l'anguille et la perche chaude. J'ai choisi ces espèces-là parce que c'est quand même des espèces représentatives là, des différents groupes. On a nos espèces migratrices, l'esturgeon jaune, l'anguille, des espèces d'herbiers, grand brochet, perche chaude, et une espèce très populaire à la pêche sportive, le doré jaune. Donc, premier constat, c'est variable entre les différentes espèces et on a toutes sortes d'histoires à travers ces statuts-là. L'esturgeon jaune, qui est une espèce qui, quand même, s'est énormément améliorée à travers les décennies. Donc, on est passé d'un stock qui était considéré en surexploitation à la fin des années 80 à un stock qui est considéré en santé actuellement. Beaucoup de recolonisation ou de redécouverte de certaines frayères qui étaient jugées abandonnées ou peu documentées. Ça a été un fait saillant des 10 dernières années. Donc, beaucoup de reproduction dans le système, beaucoup de frayères en tributaires. Donc, c'est une espèce qui a vraiment bien proliféré au cours des dernières années. À l'inverse, on a l'anguille d'Amérique, qui est une espèce qui est en situation extrêmement critique, qui a eu des baisses d'abondance importantes, où il y a une pression, une mortalité importante par le turbinage qui est encore effectuée sur cette espèce-là. Le grand brochet, on a des signaux de plus en plus inquiétants sur le grand brochet dans différents secteurs du fleuve Saint-Laurent, non seulement au Québec, mais dans la portion ontarienne également du Saint-Laurent. Des problèmes d'habitat, mais également d'autres problèmes qui sont pas tout à fait bien documentés pour l'instant, mais c'est une espèce assurément qui est sous la loupe actuellement. Je vais vous parler ensuite plus spécifiquement de la perche chaude du lac Saint-Pierre. Pourquoi la perche chaude? Parce que le lac Saint-Pierre est un des systèmes là, du fleuve Saint-Laurent certainement les mieux étudiés. Et les pressions sont extrêmement bien documentées sur ce secteur-là. Oui, je vais faire dans le fond un bilan là, des travaux de mes collègues en région, Philippe et Émilie. Donc, la perche chaude au lac Saint-Pierre a connu un déclin très important au cours des dernières années. Ce que vous voyez ici, c'est les prélèvements à la pêche commerciale, à la pêche sportive. Ce graphique-là montre un déclin qui est mélangé, un déclin des stocks, mais il y a aussi plusieurs mesures réglementaires restrictives, rachats de permis qui ont été faits au fil des années, ce qui explique en partie le déclin, mais la baisse des prélèvements. Mais il y a quand même un déclin majeur de cette espèce-là au lac Saint-Pierre et il y a eu un moratoire sur la pêche qui a été instauré en 2012. Donc, toute pêche sportive et commerciale est fermée depuis. Et ce que je voulais vous montrer, prochaine diapositive, c'est un peu le bilan de ce moratoire-là. Donc, ce que vous avez sur les cartes, c'est la représentation cartographique de l'abondance des jeunes perches chaudes de 1 an pour les différentes stations d'échantillonnage du réseau de suivi étiologique. Et les bulles que vous voyez, c'est l'abondance de ces jeunes perches chaudes de 1 an-là. Et ce qu'on voit avant le moratoire, c'est un déclin incroyable de l'abondance du recrutement au lac Saint-Pierre. Et post-moratoire, ben, les choses ne s'améliorent pas vraiment. On est actuellement dans des abondances qui sont 10 fois plus faibles qu'en 2019. Et donc, l'aire de répartition de ces jeunes-là est extrêmement concentrée dans des petites pochettes de production. Donc,
ça ne recrute plus. Le recrutement est problématique au lac Saint-Pierre. La pêche est fermée depuis bientôt 10 ans et ça nous amène à un problème important. Il faut chercher ailleurs des solutions. Et ce qu'on a observé, ce qui a été super bien documenté par les collègues, c'est un déclin de la végétation aquatique dans ce système-là. Donc, un déclin en termes d'abondance des herbiers, de qualité des herbiers, ce qui devient actuellement là, un facteur limitant pour le rétablissement du stock. Prochaine diapositive. On parle beaucoup de la perche chaude, mais dans les faits, c'est un déclin des espèces d'herbiers de façon générale qui a été observé au lac Saint-Pierre. Donc, un déclin de plusieurs espèces. On a parlé de grand brochet tantôt. Donc, il y a un chiffre des communautés qui s'est effectué, qui a été rapide vers des espèces d'herbiers, vers des espèces qui sont plus tolérantes à la turbidité. Donc, c'est un changement assez important dans la structure des communautés. En lien avec l'habitat, en lien aussi avec les espèces envahissantes, Olivier en a parlé, des changements de communauté à la Seine sont quand même majeurs. Donc, des changements très rapides et assez profonds. Prochaine diapositive. Par contre, encore là, on revient à cette idée de contraste. Donc, contraste dans l'état des stocks entre les différents secteurs, entre le secteur amont et le secteur aval. Ce n'est pas une seule histoire, la perche chaude, ce n'est pas, c'est-à-dire en état critique partout, il y a des contrastes pour cette espèce-là entre les différents secteurs. Et ce qui montre bien que pour une même espèce, il y a des histoires différentes en fonction de où on se trouve sur le système. Prochaine diapositive. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour améliorer l'état d'une espèce? Ça devient décourageant parce qu'on se rend compte que quand il y a un déclin qui est observé, il y a des modalités qui sont mises en place, mais on dirait qu'il n'y a pas d'impact de ces modalités-là. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. L'exemple du doré est intéressant parce qu'il y a eu une baisse de son abondance qui a été observée au fil des années. Et la modalité de gestion a permis de voir que c'est possible d'inverser ce déclin-là. Donc, ce qu'on regarde ici sur le graphique, c'est la biomasse des femelles matures au lac Saint-Pierre pour le doré jaune, donc le potentiel du stock reproducteur avant et après une modalité. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même de la lumière au bout du tunnel. Il y a la possibilité de freiner un déclin et même d'inverser cette tendance-là lorsqu'on agit au bon moment. Mais on distingue deux choses, des espèces qui ont un problème, qui avaient un problème de surexploitation versus des espèces qui avaient un problème de surexploitation et maintenant d'habitat. Donc, on voit que les actions sont limitées lorsque l'habitat est problématique. Prochaine diapositive. Suivi de la biodiversité en zone littorale, juste un petit clin d'œil pour mentionner qu'on utilisait un indice de biodiversité pour en savoir un peu plus sur les communautés de poissons dans la zone littorale. Et en gros, il y a des contrastes intersecteurs dans la richesse spécifique, mais entre les années, c'est relativement stable. Donc, cette richesse-là de la biodiversité demeure stable entre les secteurs, entre les années. Prochaine diapositive. Et comme Olivier l'a mentionné, ce n'est pas parce que c'est relativement stable l'indice que les communautés ne changent pas à l'intérieur de cet indice-là. Et ça représente un peu la proportion d'une espèce envahissante dans nos captures à la Seine. Et vous voyez que c'est maintenant, c'est-à-dire c'est les stations avec présence de gobies. 50% de nos stations maintenant contiennent cette espèce-là, ce qui n'était pas le cas au début des années 2000. Donc, un changement quand même profond des communautés et très rapide. Prochaine diapositive. Donc, quelques conclusions et perspectives. C'est des constats parfois très différents entre les espèces et les secteurs. Donc, on a observé des changements rapides dans les caractéristiques des habitats aquatiques qui témoignent d'un écosystème qui est en évolution, qui tend à se dégrader dans certains secteurs. Il y a des espèces qui ont pu se rétablir grâce à des mesures restrictives de gestion, alors que d'autres tardent à se relever en raison d'autres facteurs que la pression de pêche. Prochaine diapositive. Heureusement, c'est important de mentionner que les défis actuels ne sont pas tous associés à des déclins d'espèces et des dégradations d'habitat. On a mentionné l'amélioration du stock de l'esturgeon jaune et Eliane a mentionné également la réintroduction réussie du barré dans le fleuve Saint-Laurent, ce qui témoigne un peu de la résilience de l'écosystème et de la possibilité là, de reconquérir un potentiel qui avait été perdu. Prochaine diapositive. Pour améliorer les choses, on a quelques grands défis pour les prochaines années. Les principaux défis vont être une amélioration de l'état des herbiers aquatiques, de la plaine d'inondation du lac Saint-Pierre, une augmentation de la qualité de l'eau également,
Ce qu'on souhaite, c'est un rehaussement des niveaux d'abondance de certaines espèces exploitées. L'anguille d'Amérique et la perche chaude demeureront les principaux défis. Et ce qu'on souhaite également, c'est une amélioration de la qualité de l'eau et de l'intégrité des habitats pour différentes espèces en situation précaire. On pense entre autres au chevalet cuivré dans la rivière Richelieu. Prochaine diapositive. C'était un survol très, très rapide en peu de temps des différentes informations qui ont été compilées sur les poissons. Évidemment, la fiche du plan d'action Saint-Laurent détaille beaucoup mieux et va plus finement dans la réflexion autour de l'état des communautés, mais on arrive à un état qui est jugé intermédiaire et des tendances qui sont variables en fonction des espèces et des secteurs. Donc, très difficile d'arriver à un... Donc, c'est pas noir, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, mais il y a plein de nuances de gris en fonction de l'espèce qu'on regarde et en fonction du secteur dans lequel on se trouve pour une espèce spécifique. Prochaine diapositive. Je voulais remercier les nombreux participants qui ont contribué à la récolte des données au fil des 25 dernières années. Et je veux mentionner aussi qu'un de nos thèmes sur lequel on a travaillé au cours des derniers temps, c'est beaucoup la communication grand public. Donc, on a retravaillé nos fiches, ce concept-là de donner des données qui sont beaucoup plus, des résultats qui sont beaucoup plus régionalisés et qui ne sont pas agrégés à l'échelle du Saint-Laurent. Donc, on a développé un concept de fiche synthèse qui est publié en parallèle là, de la fiche quinquennale du plan d'action Saint-Laurent, qui permet de donner des bilans pour les principales espèces sportives, principalement des bilans qui sont régionalisés et qui sont actualisés à plus haute fréquence. Donc, le bilan tient sur environ une page et on a commencé ce travail-là sur le tronçon Montréal-Sorel et on prévoit le déployer sur les autres tronçons pour avoir une rétroaction puis une façon de statuer qui a une portée régionalisée. Donc, je vous remercie. Je vous avoue qu'on a eu des problèmes techniques. On a patiné parce que je me rends compte que je ne contrôlais pas les slides et que c'était une ancienne version de la présentation. Donc, mes excuses, mais on a patiné pour pas que les problèmes techniques paraissent trop. Je vous remercie. Alors, merci, M. Paradis, et merci pour les gens en coulisses. Si vous avez des questions pour M. Paradis, on y répondra après la prochaine présentation, mais n'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, de nous les écrire dès maintenant. Maintenant, on va poursuivre avec M. Philippe Thomas d'Environnement et Changement climatique Canada, qui présentera l'état de la population du Grand Héron, enjeux et prochaines étapes au sein du plan d'action Saint-Laurent. La parole est à toi, Philippe. Excusez du petit problème, mais aujourd'hui, je suis content de vous parler là, de l'état de la population du Grand Héron, les enjeux et les prochaines étapes pour le programme. Donc, mon nom est Philippe Thomas, toxicologiste de la faune, environnement et changement climatique. Je travaille au Centre national de la recherche phonique à Ottawa. Donc, l'utilisation des oiseaux comme sentinelles de l'état de l'environnement, c'est rien qui est trop nouveau. La mission du programme au sein du plan d'action du Saint-Laurent, c'est vraiment d'évaluer les impacts des contaminants et des autres stresseurs sur la santé de la faune et des écosystèmes. Mais pour ce faire, on utilise une approche de bioindicateurs. Donc, les oiseaux coloniaux sont des bons indicateurs de l'état de la contamination de l'environnement, étant donné leur niveau trophique, leur diète, des oiseaux qui se nourrissent de poissons. C'est vraiment un bon indicateur qui vient renseigner sur l'état de l'environnement, surtout quand il y a des produits toxiques qui ont tendance à faire de la bioaccumulation ou de la biomagnification. Donc, il y a différentes espèces qui ont des régimes alimentaires différents, qui sont utilisés dans différentes régions et dans différents milieux. Donc, tout dépendant de la région, du milieu ou des enjeux locaux, c'est vraiment où on travaille avec nos partenaires de façon à pouvoir sélectionner des espèces qui sont d'utilité pour non seulement les communautés inues, par exemple, pour nos partenaires autochtones, mais aussi pour remplir les besoins qu'on a pour le mandat au niveau de la province et du fédéral. Donc, pourquoi est-ce que ces données nous sont utiles? Comme je vous ai dit, ils viennent nous informer sur l'état de notre environnement, sur l'évolution et les risques pour les humains. Donc, on s'entend aussi que beaucoup de ces œufs d'oiseaux-là, peut-être pas les œufs de Grand Héron que je vous parle d'aujourd'hui, mais au moins les œufs de goéland, de citerne, c'est des aliments traditionnels qui sont consommés par les peuples autochtones. Donc,
développer de l'information sur l'état de ses œufs, sur la qualité de l'œuf, sur les contaminants. Super important là, pour toutes les évaluations de risque à la santé humaine suite à la consommation de ces aliments traditionnels. Donc, au niveau du réseau du suivi de l'État du Saint-Laurent, on fait le travail sur les grains et ronds depuis 1996. Les œufs de grains et ronds sont récoltés à tous les 5 ans à plusieurs colonies, y compris Manouin et Corossol, à Sept-Îles. Donc ici, vous pouvez voir quelques photos. Il faut s'entendre que c'est pas quelque chose qui est très facile. Les aéronnières sont très hautes, les arbres sont souvent morts. Donc, grimper les grands arbres là, pour les collectes d'œufs, c'est pas quelque chose qui se fait très, très facilement, mais quand même, au fil des années, on a développé des bonnes méthodes avec nos partenaires académiques, plusieurs étudiants qui sont impliqués aussi, donc on a réussi à le faire. Donc, c'est fait à tous les 5 ans. En même temps, il y a beaucoup d'autres programmes de suivi des contaminants dans les oiseaux du Saint-Laurent. Le galet argenté étant une espèce sentinelle qui est retenue pour le suivi des contaminants dans les Grands Lacs. Puis ça, on le fait depuis 30 ans. On l'échantillonne aussi à l'île Corossol puis à Sept-Îles. Il y a beaucoup d'autres oiseaux, la citerne Pierre-Garin, le macareux, le cormoran aigrette. Tous des oiseaux qui sont tous échantillonnés, tout dépendant encore une fois des enjeux locaux. Mais qu'est-ce qui est le fun du goéland argenté et de l'échantillonnage du goéland au sein du plan d'action du Saint-Laurent? C'est le fait que depuis 30 ans, on le fait dans les Grands Lacs, donc ça nous offre la possibilité de pouvoir faire l'étude du changement des indices de contaminants, des taux de concentration et tout, du Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac. Donc, une fois les œufs collectés, on va continuer à parler du grain rond, les méthodes d'analyse. Donc, que ce soit un grain rond ou les autres espèces que je viens d'aborder, les œufs sont collectés périodiquement dans le cadre, comme je disais, de plusieurs programmes de suivi et de recherche. On fait des analyses de mercure, de métaux, de BPC, de pesticides et de retardeurs à flamme, là, parmi plusieurs autres qui sont effectués au Centre national de la recherche phonique à Ottawa. Donc ici, on voit quelques petites photos là, des œufs de grains ronds, des nids de goéland argenté et de grains ronds. Donc, en termes d'emplacement, d'où qu'on fait les collectes, ici, c'est une carte qui démontre les localisations des sites de récolte de chaque espèce dans le fleuve, l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Donc, à partir de Montréal jusqu'à l'île Sainte-Marie, incluant l'île Bonaventure, on fait des collectes de plusieurs espèces. On a 8 sites de collecte de grains et ronds, mais dans le dernier suivi qui était fait dans la dernière fiche de projet, les dernières données y ont été présentées puis analysées seulement pour 2 sites, incluant l'île aux Hérons et la Grande-Île. Donc, comme que je disais, il y avait, dans l'état de la population, là, les dernières analyses qui ont été faites, il y a vraiment 2 principales colonies du corridor fluvial, l'île aux Hérons et la Grande-Île. Pour statuer sur l'état de cet indicateur, les concentrations des contaminants que j'avais mentionnés ont été enregistrés durant la période 2011 à 2016, que c'était le seuil dans lequel on a fait nos comparaisons là, avec les données historiques. On a aussi fait des comparaisons avec quelques critères ou des seuils de toxicité qui provenaient de la littérature scientifique. Donc, l'état global de la population, on l'a déterminé comme étant intermédiaire bon, puis les tendances des contaminants dans les œufs de grains ronds sont stables entre les portraits globaux de 2014 et 2019. Donc, globalement, la tendance des contaminants sont à la baisse pour les 2 sites. Il y a quelques exceptions, comme le BDE. Le BDE aussi, on ne comprend pas super beaucoup sa toxicité encore. C'est quand même un contaminant là, qui est encore pas mal beaucoup étudié. Donc, ça ne veut pas dire là, à ces 2 sites-là qu'on a peut-être quelques petites hausses de ce contaminant que ça vient nécessairement nuire à la qualité de l'œuf. Juste à cause qu'on ne sait pas encore tout à fait là, les enjeux là, toxicologiques de ces contaminants. À l'île aux Hérons, les BPC ont diminué comparativement au portrait global 2014, tandis que le mercure a légèrement augmenté. Mais il est resté inchangé à la Grande-Île. Mais même, encore une fois, s'il a augmenté, il est encore en dessous du seuil de toxicité. Donc, les prochaines étapes du programme,
Je vous ai parlé aujourd'hui du grain rond, mais ça serait aussi avec nos partenaires. Là, on a beaucoup d'intérêt des peuples Innu sur la côte nord là, du Saint-Laurent à pouvoir participer dans le programme. On a eu beaucoup de discussions et de consultations avec les peuples sur la sélection du bioindicateur, puis on a réalisé que même si le grain rond, c'est un bon indicateur, puis on va continuer certainement à l'étudier dans les années qui suivent, on va commencer un petit peu à élargir nos collections pour inclure des collectes qui sont un petit peu plus approfondies là, de goéles argentés, de façon à pouvoir, répondre aux enjeux locaux, là, les communautés se demandent toujours si les œufs sont bons à manger. En même temps, il y a beaucoup d'intérêt du Centre intégré du service social de la santé de la Côte-Nord, que eux, ça fait depuis plusieurs années qu'ils font des études des risques à la santé humaine de façon après la consommation de ces œufs. Donc, qu'est-ce qu'on s'enligne à faire? C'est avec les peuples Innu, on commence avec 5 communautés. On va avoir un volet formation, donc de pouvoir bien donner les outils puis le savoir aux communautés, puis en même temps travailler avec eux pour intégrer leur savoir traditionnel dans le programme. Un volet sensibilisation là, qui vient vraiment viser les jeunes des communautés de façon à pouvoir les impliquer dans le programme puis de continuer à développer puis à encourager leur curiosité scientifique. Un volet outils. Il y a plusieurs bons outils qu'on commence à développer avec les communautés, des outils qui sont très bons très faciles à utiliser sur le terrain, comme par exemple un outil qui vient mesurer les taux d'hormones reproductrices et de cortisol, d'hormones de stress. On peut le faire dans des cocos, on peut le faire dans l'eau, dans du sédiment ou dans des échantillons de sel, tout sur le terrain. Donc, c'est vraiment un bel outil. Puis c'est un outil qui vient nous donner non seulement de l'information, qui vient complémenter là, tous les gros inventaires d'oiseaux, mais ça vient aussi informer la santé de l'animal. Puis ensuite, un volet soutien technique des communautés, donc travailler avec eux là, pour pouvoir ensemble générer les données, de pouvoir les écrire, puis les communiquer efficacement aux communautés. Donc, tout ça vient faire partie là, du suivi des concentrations des contaminants dans les œufs d'oiseaux, les œufs qui sont souvent consommés par les communautés Innu. Donc, c'est un autre petit chapitre qu'on va ouvrir au sein du plan d'action du Saint-Laurent, puis quelque chose qui a beaucoup d'intérêt de la part des communautés Innu, puis aussi de l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, qui sont un partenaire très important qui vient nous aider à livrer là, toute la formation et la sensibilisation du programme. Donc ici, je viens vous montrer un petit peu là, dans le cadre de ces prochaines étapes. Là, ici, on voit comme plusieurs colonies d'oiseaux nicheurs ici qu'on vient échantillonner sur le territoire traditionnel des peuples Innu. Donc, on vient un petit peu élargir le couvert spatial du programme en collaboration avec les peuples autochtones. Donc, sur ça, j'aimerais vous dire un gros merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Excusez-moi des petits problèmes techniques. J'aimerais remercier mes partenaires à la SCF, l'équipe François Bolduc, Jeff Rell, Ralph Lavoie, qui sont super importants dans les collectes. Puis en même temps, un gros merci à Parc Canada puis les communautés avec lesquelles on travaille. Merci. Alors, merci, M. Thomas. Maintenant, on est prêt pour la période de questions. On est 15 minutes en avance, alors on devrait avoir le temps de passer pas mal toutes les questions, si ce n'est pas toutes les questions. Si vous avez des questions pour M. Thomas, n'hésitez pas, écrivez-les. Pendant ce temps-là, moi, je vais poser les autres questions. Puis, je sais que vous pouvez voir les questions que je vais poser. Alors, soyez sans crainte que je vais toutes les poser, mais dans le désordre, juste pour ne pas toujours faire parler la même personne en bloc. Alors, je m'en vais dans les questions. Une première question pour Olivier Morissette. Quel est le problème avec les cladocères? Valeur énergétique plus faible,
difficulté d'alimentation des prédateurs. Et en passant, j'ai oublié de mentionner que la question était de Brigitte Laberge. Alors, Olivier, est-ce que tu veux tenter de répondre à cette question? Ouvre ton micro. Je ne sais pas, Olivier, si tu as de la difficulté. En tout cas, nous, on ne le voit pas, on ne t'entend pas. Puis là, vous m'entendez? On t'entend un petit peu, oui. OK, d'accord. Ben, je vais essayer de parler fort, si vous ne m'entendez pas beaucoup. Le cladocère épineux puis la puce d'eau en hameçon sont deux espèces du zooplancton qui vont créer un niveau trophique différent. Donc, c'est des prédateurs, donc ils vont consommer les autres crustacés, mais à cause de la grande épine rigide là, sur ces espèces-là, ils vont être difficilement consommés par les poissons planctivores, puis ils vont être aussi difficilement consommés par les juvéniles. Donc, ils vont entrer en compétition directement avec les jeunes poissons. Puis on a vu dans certains milieux des déclins de ces espèces-là, là, entre autres les espèces planctophages, puis les juvéniles, donc entre autres des espèces exploitées. Puis finalement, il y a un dérangement aussi sur les photos que je vous ai montrées en présentation. Hein, le cladocère épineux peut faire des grosses masses d'individus qui s'accrochent sur les lignes de poissons, entre autres, en ligne à pêche, entre autres. Puis c'est un désagrément pour les pêcheurs sportifs sur ces milieux-là. Merci, Olivier. J'en profiterai pour te poser une autre question qui est encore sur le cladocère. Comme ça, on va avoir un thème. Ça vient de Vincent Ouellette-Jobin de la ZIP des Seigneuries. Quels sont les principaux défis pour bloquer l'invasion par les deux cladocères exotiques? Bien, le cladocère épineux, c'est une espèce qui est parthénogénique, là, donc qui se clone. Donc, une femelle n'a pas besoin de mâle pour produire des jeunes, puis les œufs sont hyper résistants, résistent à la sécheresse, peuvent rester plusieurs jours là, dans peu d'eau ou dans pas d'eau. Donc, elles sont facilement là, transportées par les embarcations de plaisance, par tous les équipements là, sur lesquels les cladocères peuvent s'accrocher. Fait que ça prend une grande vigilance là, des gens qui utilisent ces milieux-là, le milieu aquatique, là, pour ne pas transporter cette espèce-là d'un plan d'eau à l'autre. Fait que le défi, c'est que c'est un envahisseur qui est difficile à voir. On a de la difficulté à se faire une image mentale que ce petit cladocère peut avoir des impacts, peut faire disparaître des espèces de poissons. Puis ben, il faut se battre avec un envahisseur là, qui est difficile à saisir. Fait que le défi, c'est de faire passer ce message-là, de sensibiliser l'importance du nettoyage d'embarcation puis d'une bonne inspection de nos équipements avant de changer de plan d'eau. Merci. Là, j'ai deux questions pour Éliane Velquette parce qu'elles se ressemblent. Je vais commencer avec la première. Elle vient de Sophie Lemire du comité ZIP des Seigneuries. Est-ce que la pêche d'un individu mâle avec latence, par exemple à la valtrie, est révélatrice d'une frayère à proximité? S'agit-il d'un indice à suivre? Bien, le bar rayé, il est un peu difficile à suivre pour ça parce que les mâles vont laisser aller de la laitance très tôt en saison jusqu'à très tard en saison. Puis, il faut vraiment garder à l'esprit qu'un bar rayé, ça peut faire 50 km dans une seule et même journée. Donc, c'est pas parce qu'on a un bar rayé avec de la laitance dans un secteur, même proche de Québec, disons près de la rivière Sainte-Anne du Nord, au nord de l'île d'Orléans, que c'est un site de fraye. Les sites de fraye peuvent être à des dizaines, voire des centaines de kilomètres ailleurs. Puis, on en retrouve, par exemple, des bar rayés qui sont encore coulants, là, des mâles en plein été dans le golfe du Saint-Laurent, puis c'est souvent vers la fin, là, ils n'ont pas autant de laitance, mais ils ont quand même de la laitance. C'est malheureusement pas un bon indice. Merci. Et une autre question sur le bar rayé, cette fois-ci Denis Laliberté. Quel est le type d'alimentation du bar rayé? Le bar, c'est une espèce qui est très opportuniste. Puis son alimentation va changer avec son développement. Fait que les plus jeunes bars vont avoir
plus tendance à se nourrir de zooplancton puis de vertébrés. Puis à mesure qu'il grandit, il va plus changer sa diète vers des poissons. Puis il va rechercher plutôt des poissons fourrages qui vont être en banc, comme du capelin, de l'éperlan, des espèces comme ça, puis des invertébrés encore même une fois adulte. Il reste qu'il est opportuniste. Fait que s'il y a un poisson intéressant qui est à sa portée, il va le manger. Il se mange même entre eux parfois. Là, fait que c'est très, très, très varié sa diète. Merci. Maintenant, je vais poser 2 questions à M. Paradis. Une première qui vient de Héloïse Veilleux du CEAEQ. Quelles sont les principales hypothèses en lien avec le déclin de la végétation aquatique au lac Saint-Pierre et les moyens envisagés dans les prochaines années pour améliorer la situation? Est-ce que tu peux ouvrir ton écran pour qu'on te voit, Yves? Normalement, c'est ouvert. OK, c'est beau. C'est bon, OK. Bon, très bonne question. Je ne suis pas un spécialiste là, des macrophytes, mais les collègues de l'UQTR qui ont cette expertise-là ont fait une étude très détaillée là, pour voir le lien entre qualité de l'eau, végétation aquatique submergée et abondance de perches chaudes. Et ce qu'ils ont vu, c'est que il y a plusieurs facteurs qui influencent la végétation aquatique, sa croissance, phosphore, turbidité, azote et autres. Mais le driver principal qu'ils ont identifié, là, c'est les solides totaux dissous. Donc, la turbidité serait un enjeu important en empêchant la lumière de pénétrer dans la colonne d'eau et en nuisant à la croissance des macrophytes. Mais ils mentionnent que c'est quand même des phénomènes assez complexes, mais ils ont bien identifié cette variable-là comme étant une variable très puissante. Maintenant, comment on fait et qui ont bien aussi démontré que les sources de turbidité, les sources de taux dissous étaient d'origine anthropique, donc du bassin versant du lac Saint-Pierre, des bassins agricoles. Donc, comment on réussit à changer cette turbidité ou cette qualité de l'eau, à l'améliorer? Une des actions, c'est la restauration des habitats. Il y a un gros programme de restauration des habitats au lac Saint-Pierre. Il y a des objectifs ambitieux et une des cibles, les gens qui travaillent sur le lac Saint-Pierre ont identifié une cible de restauration, 800 hectares d'habitats qui sont en restauration prioritaire. Et actuellement, ils en sont en restauration environ autour de 500 hectares d'habitats prioritaires restaurés. Donc, c'est assez ambitieux, c'est assez difficile aussi de mobiliser tout le monde à la restauration, mais c'est l'action actuellement là, sur laquelle on mise le plus, là, la restauration d'habitats dans la plaine inondable du lac Saint-Pierre. Merci. La deuxième question pour toi encore. La baisse de l'abondance des perches chaudes au lac Saint-Pierre influence-t-elle le taux de croissance des dorés et des brochets? Et ça vient de Denis Laliberté. Oui, c'est une bonne question parce qu'il y a des transferts trophiques dans tout ça. Denis est bien au fait là, des transferts trophiques de contaminants. La chaîne alimentaire a changé dans le fleuve Saint-Laurent. Elle est en évolution. Le goby a pris une place importante dans l'assiette des prédateurs. Est-ce que le déclin de la perche chaude a affecté la croissance du doré? On dirait que non. Les résultats qu'on a jusqu'à maintenant démontrent plus un effet de l'arrivée du goby. Donc, c'est quand même du popcorn pour les prédateurs, donc pour les poissons prédateurs. Donc, on dirait que le doré s'en sort bien en termes de croissance. Pour le brochet, on dirait que c'est différent par contre. On dirait qu'il manque des poissons d'une certaine taille qui étaient typiquement des perches chaudes dans son alimentation. On sait que les juvéniles s'alimentent sur le goby, c'est une proie intéressante, mais pour les adultes délaissent cette proie-là parce que bioénergétiquement devient moins rentable. Mais on dirait qu'il manque des perches chaudes d'une certaine classe de taille. Et c'est une des hypothèses, on n'a aucune certitude là-dessus, mais c'est une des hypothèses qu'on a en tête pour essayer de comprendre pourquoi les brochets ont une condition à la baisse dans le système actuellement. On sait on se doute qu'il y a une composante habitat, mais il y a peut-être une composante pêche, mais il y a beaucoup de points d'interrogation.
Donc, je ne peux que répondre partiellement à la question de Denis. J'ai des questions similaires en tête. Mais je dirais, mettons, pour ce que j'ai comme information, je dirais que l'impact sur le doré ne semble pas se manifester parce que le gobi compense, mais on dirait que l'impact sur le brochet est plus inquiétant. Merci. Pour la prochaine question est pour Philippe Thomas. C'est en fait 3 questions, alors il faut être bien attentif. Ça vient de Valérie Aubin du CNC. Alors, lors de vos suivis de héronnières, observez-vous les menaces des héronnières du Saint-Laurent? Exemple, surabondance de cerfs, dindons, bernaches, espèces exotiques envahissantes. Ça, c'est la première question. La deuxième, puisque plusieurs de ces héronnières n'ont aucune régénérescence au niveau des arbres, le sol est complètement nu et ou envahi d'espèces exotiques envahissantes, avez-vous un plan d'action afin d'éviter la perte de ces héronnières à long terme? Et la troisième question, y a-t-il un soutien disponible pour des aménagements pour maintenir ces héronnières? Est-ce que tu es capable de suivre, Philippe, ou tu as besoin que je te rappelle la première? Non, c'est bon, merci beaucoup. C'est très clair. OK, donc, en premier, je vais mentionner que je suis nouveau dans le programme. Je remplace en fait Mme Louise Champoux, que peut-être vous aviez rencontrée dans le passé. Mme Champoux, elle a pris sa retraite il y a maintenant 2 ans. Mme Champoux était en fait la scientifique qui était responsable des collectes d'œufs de Grain-Rond. Les prochaines collectes, là, elles devraient avoir lieu très bientôt, en 2021. Donc, Mme Champoux, elle n'avait jamais mentionné qu'elle voyait des pertes d'héronnières ou que le sol, avec les espèces envahissantes, là, que ça pouvait venir nuire à l'intégrité des héronnières. Certainement, c'est quelque chose qu'on a observé dans le passé. Est-ce que c'est le cas aux 2 îles principales, là, aux 2 héronnières principales, à la Grande-Île puis à l'île aux Hérons? Je ne suis pas trop certain. On travaille avec nos partenaires au niveau de la province, puis on note vraiment, il y a plusieurs stresseurs sur l'environnement, donc on vient vraiment noter n'importe quel stresseur, puis on va travailler avec nos partenaires là, de façon à pouvoir bien les adresser. Est-ce qu'il y a des ressources disponibles pour l'aménagement des héronnières? Je ne suis pas trop certain, pour être honnête. Souvent, oui, il devrait en avoir. Protéger l'habitat pour protéger les animaux. Juste où et combien, ça serait à déterminer, mais si madame elle voudrait faire un suivi avec moi par courriel, là, je serais super content de pouvoir creuser un petit peu plus là-dedans, là, puis essayer de trouver comment est-ce qu'on pourrait mieux investir là, dans la gestion puis la protection des héronnières au Québec. Merci. Maintenant, une question pour Olivier Morissette. Y a-t-il des études sur les espèces de mollusques envahissants? Oui, tout à fait. Comme vous le savez, depuis les années 99, en fait, depuis les années 90, là, la moule zébrée et la moule quagga sont présentes dans le Saint-Laurent. Des espèces qu'on a suivies et qu'on suit encore aujourd'hui, pas toujours le MFFP, là, parfois c'est des partenaires académiques aussi qui font ces suivis-là. Les abondances semblent assez stables dans le Saint-Laurent, mais malheureusement, on a vu l'apparition de la moule zébrée dans le lac Memphremagog, puis les bassins autour. Puis ensuite de ça, au Saint-Laurent, il y a aussi une moule qui a apparu dans le panache d'eau chaude de la centrale Gentilly 2, qu'on appelle la petite corbeille d'Asie, moule qui a été présente quelques années. Mais depuis la décommission de la centrale, le panache d'eau chaude, la sortie d'eau chaude de la centrale n'existe plus, donc la moule semble disparue. Les derniers suivis qu'on a faits, on ne trouve plus cette moule vivante dans le panache d'eau chaude de la centrale Gentilly. Sinon, depuis les années 50, 70, il y a aussi présence de 2 escargots, hein, la vivipare chinoise, la vivipare georgienne, là, qui sont présents autant dans le Saint-Laurent que dans certains lacs.
C'est des espèces qui sont difficiles à quantifier les impacts, mais qu'on essaie de suivre, là, puis les citoyens nous informent beaucoup là, sur la présence de ces espèces-là. Fait que s'il y a eu observation de ces espèces-là, on est intéressé à avoir des informations pour mieux comprendre sa dispersion et aussi ses impacts. Donc, c'est à peu près les espèces de mollusques envahissants qui sont présentement là, au Québec, là, pour lesquels on a des activités. C'est bon, merci. Une question pour Mme Valiquette de la part de Valérie Harvey. Avez-vous les données permettant de déterminer l'aire de répartition de la population, générale et saisonnier, et de déterminer si celle-ci évolue avec les années? Oui, on a, je ne sais pas si on peut projeter, là. Je vais vous partager. Et voilà. On suit la répartition des adultes du bar rayé depuis 2011 dans l'ensemble du système Saint-Laurent, incluant les principaux tributaires, donc de Montréal jusqu'à Restigouche en Gaspésie. Puis on fait aussi partie d'un grand réseau de télémétrie qui s'appelle le Ocean Tracking Network. On marque des bars rayés depuis, la première année c'était en 2010, là, mais on les suit vraiment depuis 2011. Juste pour le fleuve, on en a marqué 415 individus depuis 2010. Puis pour la population du sud du Golfe, là, plus en Gaspésie, on en a marqué environ 200 au cours des dernières années. Donc, on a beaucoup de données sur les déplacements des poissons dans notre système. Puis ça nous permet de voir s'il y a de l'évolution, où est-ce qu'ils se concentrent en particulier au fil du temps. Donc, oui, on a la capacité. Je ne sais pas si on a le temps aujourd'hui que je vous présente ce que ça fait, mais on a des rapports là, sur ça, entre autres un rapport qui est sorti en 2018 là, qui traite de la répartition du bar au Québec des deux populations. Donc, c'est peut-être une ressource là, que vous pourriez consulter. Merci. Une autre question encore pour toi, Eliane. Est-ce que c'est vrai que le bar rayé compétitionne avec le saumon pour les sites de frais et la ressource alimentaire? On entend souvent que le bar rayé serait l'une des causes de déclin des populations du saumon. Pour les frayeurs, assurément pas. Ils n'ont vraiment pas les mêmes milieux de reproduction. Là. Ils ne recherchent pas du tout les mêmes milieux de reproduction. Fait que ils n'ont pas d'interaction ensemble ou de compétition pour des sites qui sont bons pour la reproduction de un ou l'autre. Ce qu'on entend souvent pour les interactions bar rayé et saumon, c'est plus des préoccupations sur la prédation du bar rayé sur du saumono, les saumonos du saumon atlantique qui migrent vers la mer au printemps. Puis, c'est plus marginal, mais il y a aussi des interrogations sur de la prédation de bar rayé en rivière à saumon pendant l'été qui pourrait s'alimenter de tacons. Puis, les interactions bar-saumon varient dans son aire de répartition, comme au Nouveau-Brunswick avec la rivière Miramichi. C'est vrai que là, on a les bar rayés qui se reproduisent en aval de la rivière Miramichi. Donc, une très, très grande quantité de bar rayés qui sont là au même moment où les saumonos sont en train de dévaler vers la mer. Donc, il y a une possibilité d'interaction qui est plus grande. Puis, à des endroits comme ça, on a plus d'incidence d'alimentation de bar rayés sur des saumonos, mais ça reste toujours des niveaux qui sont habituellement marginaux. Au Québec, on a échantillonné 1600 estomacs de bar, dont dans des estuaires de rivière à saumon pendant les périodes propices où ils pourraient avoir une interaction puis s'alimenter de saumon. Puis là encore, pour notre territoire à nous, déjà qu'il y a peu d'interactions entre les deux espèces, le nombre de cas positifs de saumon dans des estomacs était extrêmement faible. C'est moins de, si je me souviens bien, c'est moins de 1%, mais je n'ai pas les données en main en ce moment là, pour vous donner le chiffre précis, là, mais c'est très, très faible l'incidence de saumon ou même de truite là, dans les estomacs de bar. Merci. La prochaine question est pour M. Thomas. C'est encore de Denis Laliberté. Quelles sont les proies et la taille préférée du grand héron? Le poids préféré des espèces de poissons, oh my goodness, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Écoutez, encore une fois, j'aimerais
le graineron se nourrit principalement de poissons, oui, mais aussi de certains amphibiens. Je crois qu'il est un petit peu opportuniste là, quand il fait la pêche, n'importe quoi qui passe sous le bec. Pour vous donner exactement les espèces précises et aussi le poids, ça sera déterminé. Je ne voudrais pas juste commencer à sortir plein d'informations, là, mais qu'est-ce qui manque de l'étude? On va dire tout de suite, là, des contaminants sur le graineron, ça serait un échantillonnage de leur diète. Pour bien comprendre la source des contaminants, les seuils de toxicité, la biomagnification, il faudrait qu'on travaille un petit peu plus avec nos partenaires pour se colocaliser les gens qui travaillent sur les poissons, sur la qualité de l'eau, sur le graineron, pour qu'on soit un petit peu au même site. On est un petit peu restreint avec le nombre de colonies, l'accès aux éronnières, l'accès à ces sites. Donc, c'est pour ça que travailler avec une autre espèce, rajouter une espèce comme le goéland argenté qu'on trouve un petit peu plus à grande échelle, encore une fois, sa diète et tout, là, ça serait à déterminer. Merci, excuse. C'est bon. Encore pour M. Thomas, est-ce que les documents et indicateurs pour le choix des sites, des oiseaux, des plans de gestion sont disponibles en ligne et à la disposition du public? Je crois que ton pour le plan d'action de cette... Oh, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est que ton micro était à off pendant que tu parlais, mais là, c'est beau. OK, parfait. Donc oui, c'est sur les sites, ça fait partie des fiches de projet. Sur les derniers résultats, il y a un petit peu d'informations sur la sélection des sites. Il faudrait que je fasse un petit peu de creusage là, dans les vieilles filières de Mme Champoux pour trouver un petit peu au juste là, les sites initiaux, la sélection des sites initiaux, puis comment que ça avait été fait. Merci. On a quelques questions encore sur le bar. Alors, Mme Valiquette, on va y aller avec vous. Quelle est la proportion du temps du bar rayé en eau douce et en eau salée? C'est une bonne question. La plupart... Je me reprends. Le bar rayé, c'est une espèce qui est vraiment plastique. Fait qu'on va avoir différents contingents migratoires qu'on va voir pour même différents stades de vie. Fait que de donner une proportion, vraiment, le bar passe tant de pourcentage de temps en eau douce ou en eau salée, c'est embêtant. Mais en général, les subadultes ou les adultes vont se retrouver plus pendant la période d'alimentation, donc disons fin juin, début juillet, dans les estuaires qui ont d'eau saumâtre, où l'eau est saumâtre, ou vraiment en milieu marin. Puis ils vont rester là tout l'été, puis ils vont revenir. Il y en a qui reviennent plus tôt au début de l'automne, il y en a qui reviennent très, très tard à l'automne pour venir chercher refuge l'hiver dans des milieux d'eau douce ou qui sont très faiblement salés. Fait qu'ils vont être habituellement là, une bonne partie, tout l'hiver, ils vont être dans le milieu d'eau douce, quoique on a aussi des bars en milieu marin l'hiver. Donc, c'est vraiment variable. Puis pour les jeunes aussi, on a des résidents d'eau douce, des très jeunes là, qui sont dans leur première année de vie. Il y en a qui vont être carrément des résidents d'eau douce toute l'année. Puis il y en a d'autres qui vont entreprendre des migrations vers des milieux plus salés, que ce soit saumâtre ou vraiment franchement salé. Donc, c'est une espèce qui montre beaucoup de variabilité. Dans le fleuve, on a très peu d'individus qui se retrouvent en amont de Québec l'été. Mais on va les voir revenir une certaine proportion là, pour l'automne qui vont aller hiverner jusque dans le secteur du Lac-Saint-Pierre ou même de Montréal. Là. Fait que ça fait un peu une balance entre l'eau douce et l'eau salée, puis c'est très variable entre les individus. Merci. La prochaine question est pour Olivier Morissette. Comment savez-vous que les changements de communauté sont la cause du gobi? Bon, là, je m'imagine qu'il manque un mot, là, mais n'est-ce pas seulement une corrélation et non un lien de cause à effet? Plusieurs autres facteurs auraient pu contribuer au changement et ça pourrait donner un résultat faussement alarmiste. Oui, bien effectivement,
je pense que j'avais fait les mises en garde durant la présentation. Je m'en excuse là, si ça n'a pas été clair. Effectivement, je vous invite aussi à relire l'article scientifique là, sur le sujet, mais effectivement, on met beaucoup de bémols à ces données-là parce que d'analyser les communautés de poissons seules en assumant que le seul effet est le goby, là, je suis tout à fait d'accord que c'est potentiellement pas le seul facteur. Puis je pense que la présentation de mon collègue Yves montre aussi que les communautés de poissons sont soumises à beaucoup de stress différents, puis c'est des réactions qui sont difficiles à prévoir. Nous, tout ce qu'on peut conclure, c'est que la communauté a changé entre le temps que le goby était absent jusqu'à maintenant, cette présence-là. C'est un poisson qui fait maintenant, qui était absent il y a une dizaine d'années, 15 ans, puis qui maintenant, dans certains secteurs, correspond à 25% de la biomasse en littoral. Puis que les secteurs qui sont moins envahis, les communautés semblent avoir moins changé. C'est une des explications qu'il faut concevoir que le goby a sûrement eu un effet. Je suis convaincu que ce n'est pas le seul effet, puis je m'excuse si mon ton avait l'air alarmiste. Là. Je pense qu'il faut être réaliste. Il y a eu des changements. Le goby fait partie de ces changements-là. Ce sera difficile de faire un constat final pour mettre un pourcentage de changement associé au goby versus les autres espèces, mais c'est définitivement en prendre en compte qu'il y a eu un effet. C'est bon, merci. Madame Velquette, de la part de Vincent Ouellet-Jobin du ZIP des Seigneuries, comment est-ce que le changement de statut au COSEPAC, la population du fleuve Saint-Laurent est considérée disparue, va influencer le suivi? Il n'y a pas de changement à court terme parce que si vous avez suivi la saga des changements de statut au COSEPAC, le gouverneur en conseil du fédéral a décidé que pour l'instant, malgré les recommandations d'indiquer que la population historique elle est disparue et donc qu'elle n'existe plus, il allait maintenir le statu quo sur le statut du bord jusqu'à ce que le COSEPAC ait remis l'évaluation complète des populations canadiennes de bareillés, ce qui devrait être en 2022. Fait à court terme, là, on a vraiment un statu quo au niveau du statut pour les poissons qui sont dans le Saint-Laurent. Ensuite, le statut en voie de disparition ou disparu ou menacé au niveau fédéral sur la loi sur les espèces en péril, c'est sûr que ça amène une protection qui est assez forte des habitats puis de la population en général. On ne peut pas, par exemple, l'exploiter. Par contre, même s'il n'y a plus de statut à la loi sur les espèces en péril, donc ça venait à tomber dans les prochaines années, on reste, le gouvernement, imputable de la gestion, puis de la bonne gestion, puis la bonne conservation de cette espèce-là. Donc, nous, tous les suivis qu'on fait, ils sont autant utiles pour la conservation que pour de la gestion. Donc, les suivis vont se poursuivre chez nous, ça ne changera pas ça. Puis, ça va être à nous de gérer adéquatement l'espèce. J'ai une autre question qui touche un peu à ça. Puis elle a plusieurs composantes, fait qu'il y a des bouts que tu as déjà répondu, mais enfin. Est-ce que de perdre le statut rend le suivi obsolète? Comment justifier l'argent investi si la population perd son statut? Avec la perte de statut, ça ouvre la porte à la construction du port de Québec. Si on perd la frayère, est-ce que tous les efforts de réintroduction seront futiles? Comme je disais, c'est pas parce qu'il n'y a plus de statut qu'il n'y a plus de suivi. Fait que ça, le bareillé, c'est comme d'autres espèces. Là, pour le gouvernement du Québec, c'est très on fait la gestion qui est adéquate de cette espèce-là, qu'elle ait un statut ou pas. Fait que ça, c'est sûr qu'on va maintenir nos efforts. Après ça, je vais juste retourner dans les sous-questions. L'argent investi. Si on perd le statut, on le voit négativement, mais on pourrait aussi plus avoir de statut parce que l'espèce va bien et qu'elle est rétablie. Fait qu'on perdrait le statut. Est-ce qu'on aurait perdu l'argent investi? Non, parce que justement, ça voudrait dire qu'on a atteint notre objectif puis qu'on est arrivé à terme du voyage de la réintroduction puis du rétablissement puis qu'on a vraiment réussi. Donc, non. Si, après ça, c'est de voir si le COSEPAC décide de changer les cartes puis que la population du fleuve perd son statut, même si on considère qu'elle n'est pas pleinement rétablie, ça ne veut pas dire non plus qu'on doit ouvrir les vannes
exploiter à fond de train, détruire tout son habitat, puis là, c'est vrai qu'on perdrait nos investissements, mais c'est évidemment pas ça qu'on va faire au gouvernement du Québec. On va faire une gestion qui est responsable autant de l'espèce que de son habitat. Donc non, c'est pas parce qu'on perd le statut qu'on perd nos investissements. C'est sûr que c'est préoccupant de perdre une des deux seules frayères là, qui est connue dans le système Saint-Laurent, mais encore là, il y a des processus d'évaluation des impacts qui sont en cours. Pour l'instant, la population est encore protégée à la loi sur les espèces en péril, donc ça, c'est du côté fédéral, c'est des évaluations qui ne sont pas du niveau du gouvernement provincial. Merci. Olivier, si tu es prêt pour une question, ça vient d'André Gendron. On voit à quel point la mondialisation de l'économie et l'intensification des échanges internationaux est en cause dans l'introduction des espèces exotiques envahissantes. Puisque, comme vous le dites, la prévention est la clé, est-ce que vous pensez que de raccourcir les boucles économiques, comme tente de le faire le gouvernement du Québec en encourageant l'achat local, est une bonne avenue de prévention de l'introduction d'espèces envahissantes? C'est une bonne question. Effectivement, c'est un problème, bon, disons-le, relativement complexe, mais effectivement, c'est sûr que si dans un modèle économique où est-ce qu'il y avait plus de production, d'achat local, bien, probablement que la demande pour le transport international serait diminué. Donc, ça viendrait sûrement diminuer ce qu'on appelle la pression d'introduction, hein, le nombre de fois qu'une espèce peut être introduite dans le système. Il y a aussi d'autres moyens de prévention qui ont été mis en place pour diminuer ces vecteurs-là. Entre autres, pour les eaux de ballast des navires océaniques, ben, les nouvelles réglementations en place ont quand même augmenté, amélioré le portrait. Puis on le voit que ce vecteur-là a été très, très important dans les années 90-2000, semble être moins important maintenant. Mais là, il reste d'autres vecteurs qui sont encore importants. Ici, on est très proche aussi du bassin des Grands Lacs où est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces envahissantes établies qui ne sont pas encore présentes au Québec. Fait que, il y a le transport international, même juste avec nos voisins du Sud, là, qui est important. Puis le relâchement d'espèces par les citoyens, là, soit des espèces d'aquarium et compagnie, ça, c'est des pratiques aussi qui devraient diminuer. Mais effectivement, des boucles plus courtes, surtout si on parle des animaux vivants, des plantes vivantes, c'est une bonne avenue pour diminuer la pression d'introduction. Merci. J'arrive maintenant à la dernière question et donc je veux tout simplement informer les gens, si vous avez une dernière question brûlante, profitez-en, vous avez encore le temps pendant que je pose celle que j'ai. Celle que j'ai, c'est sur le bar rayé. Alors, savez-vous quand la pêche au bar rayé sera permise dans Québec et Chaudière-Appalaches et quand la décision de son statut sera prise? Bien, au gouvernement du Québec, on entend permettre la pêche sportive dès que l'État puis le statut de la population vont le permettre. Pour le statut, ben, c'est, comme je le disais tout à l'heure, il y a le COSEPAC qui est en train de réévaluer l'état de situation des populations de bar canadiennes, puis c'est un rapport qui va être déposé en 2022. Après ça, ben, il y a on ne sait pas ça va être quoi le statut là, qui va être proposé pour la population du fleuve, si on maintient un statut de protection ou si elle va perdre son statut. Après ça, ben, il y a tous les délais là, qui sont associés à ça, là, à l'inscription, désinscription, les consultations publiques pour ça. Fait que c'est pas un processus qu'on contrôle chez nous au gouvernement du Québec, c'est quelque chose qui est du côté du fédéral. Donc, je ne peux pas répondre sur les délais, mais c'est certain qu'il n'y a rien qui va bouger avant 2022. Ça, c'est officiel. Là. Merci. On a eu une question pour M. Thomas, mais comme il a dû quitter, on va répondre directement à la personne. On va les mettre en contact. C'est tout ce que je vois dans les questions. Donc, j'aimerais dans le fond remercier les conférenciers à nouveau, M. Morissette, Mme Valiquette, M. Paradis et M. Thomas.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement l'équipe du comité d'organisation qui travaille fort en coulisses et qui nous appuie tous pour que ça a l'air comme s'il n'y avait rien qui se passait. Alors, c'est excellent. Et je voulais seulement vous rappeler que la 6e et dernière session du Rendez-vous Saint-Laurent sera cet après-midi à 14 h. Alors, je vous dis bon appétit à tous et on se revoit tous autant que possible à 14 h aujourd'hui. Au revoir.